Il est tout juste 19h30 heure d'Alger, vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce vendredi 26 septembre. Tout de suite les titres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accorde une entrevue périodique aux représentants de la presse nationale. Plusieurs questions nationales, régionales et internationales à l'ordre du jour. 80e Assemblée générale de l'ONU, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf s'entretient avec le conseiller américain pour l'Afrique. Les détails dans ce journal. S'exprimant devant la 80e Assemblée générale de l'ONU à New York, le président du Conseil présidentiel libyen Mohamed El-Menfi réaffirme le chemin institutionnel que son pays et son peuple souhaitent prendre loin des ingérences et des périodes transitoires. Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accordé une entrevue périodique aux représentants de la presse nationale qui sera diffusée ce soir à partir de 21h sur les chaînes de la télévision et de la radio nationale. Lors de cette entrevue périodique, le président Tebboune a évoqué plusieurs questions nationales, régionales et internationales avec entre autres le succès de la 4e édition de l'IATF organisée par l'Algérie, la nomination d'un nouveau Premier ministre ou encore les dossiers économiques du moment. La fin de l'année, soit je prendrai des mesures radicales. فخور بالجزائريات والجزائريين اللي وصلوا البلاد نسبة تضخم أقل من 4. احنا بصدد مراجعة قانون الانتخابات في بعض أجزاء تقنية. وين جوز رئيس الجمهورية العطلة الصيفية نتاعو؟ هذا سؤال طرحه كل جزائريين هذا الصيف وحبينا نعرفوا الجواب إذا أمكن. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s'est entretenu aujourd'hui à New York avec le conseiller principal du président des États-Unis pour l'Afrique, Massad Boulos, en marge du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. L'entretien était l'occasion de passer en revue la dynamique croissante des relations algéro-américaines, tant au niveau du dialogue stratégique multiforme entre les deux pays que du riche partenariat économique qu'ils développent. Les discussions ont également permis de poursuivre les consultations entre les deux parties sur les questions régionales les plus importantes d'intérêt commun, notamment celles qui relèvent des tâches assignées aux conseillers du président américain. Depuis les bancs de l'Assemblée générale de l'ONU, la question sahraoui a encore une fois été d'actualité dans le débat général des dirigeants de l'Afrique et du monde entier, tous unanimes quant à la nécessité de s'en remettre au droit international et au processus dans la résolution de ce conflit. L'écho diplomatique de la cause sahraoui n'en finit plus de résonner dans les grandes salles des instances internationales. Des dirigeants de plusieurs États ont réaffirmé lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York la position constante de leur pays en faveur du peuple sahraoui et de son droit à l'autodétermination conformément aux résolutions des Nations unies. C'est ainsi que depuis la tribune onusienne, la présidente de la Namibie, Netumbo Nandi Ndaitwah, a dénoncé ce qu'elle a qualifié de blocage et d'impasse qui prévaut au Conseil de sécurité concernant la question du Sahara occidental, affirmant que cette situation au Conseil de sécurité constitue une injustice qui remonte à plus de 34 ans depuis l'adoption de la résolution 690 en 1981. L'impasse qui prévaut au Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental est une injustice. Plus de 34 ans s'est écoulé depuis l'adoption de la résolution 690 de 1991. Il est grand temps de procéder à un référendum des Nations Unies sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Pour sa part, l'Afrique du Sud a réitéré sa position ferme de soutien au peuple sahraoui et à sa cause juste. Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a déclaré que son pays soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Nous avons comme responsabilité, en tant qu'État membre des Nations Unies,
de réaffirmer le droit à l'autodétermination également du peuple du Sahara occidental. Autre prise de position forte, celle du roi d'Espagne Felipe VI. Le souverain espagnol a mis en avant la nécessité de régler le conflit du Sahara occidental pour lequel son pays porte une responsabilité en tant qu'ancienne puissance occupante conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Dans certains pays, les pays africains donc font face à des problèmes d'insuffisance, des problèmes structurels. Il y a également des guerres et des conflits qui, hélas, sont trop souvent passés sous silence. Je souhaiterais faire référence aux opérations de maintien de la paix sur le continent africain. L'Espagne contribue de façon décisive à ces opérations de maintien de la paix. C'est notamment le cas dans le Sahara occidental. Et l'Espagne soutient l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies afin de trouver une solution acceptable, une solution qui soit conforme aux normes des Nations Unies. N'ayons jamais dévié de ces idéaux que sont la lutte et le droit international pour l'autodétermination inéluctable. Le peuple sahraoui déterminé à disposer de lui-même fait de sa juste cause la panacée face aux sornettes de l'occupant marocain et de ses chimères expansionnistes. Dans le cadre de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, s'est adressé à l'ONU en l'appelant à jouer un rôle efficace et complémentaire pour aider son pays à sortir de la crise. Dans un discours prononcé à cette occasion, El-Menfi a souligné la volonté et les aspirations du peuple libyen à la stabilité et à la prospérité, tout en affirmant que la Libye n'est pas une zone de combat. On l'écoute. Continue de croire en sa... Je suis devant vous aujourd'hui et je représente la volonté d'un peuple qui continue d'espérer, qui continue de croire en sa capacité de construire un avenir prospère et stable. La Libye, ce n'est pas une zone de combat, ce n'est pas une arène où l'on tente de gagner, un endroit d'où les crises peuvent être exportées. C'est une nation riche en ressources naturelles, une société qui se tient avec une jeunesse qui dispose d'un potentiel immense. Ce sont eux, la colonne vertébrale pour construire un État moderne. Dès le tout début, les liens de la Libye avec les Nations Unies se sont basés sur le partenariat et le respect mutuel. Et aujourd'hui, à la croisée des chemins, nous nous tournons vers les Nations Unies pour qu'elles jouent un rôle efficace et complémentaire en nous aidant à surmonter la crise. Par ailleurs, Mohamed El-Menfi a appelé à la fin des ingérences étrangères en Libye et un processus politique inclusif permettant au peuple libyen, à travers des élections libres, de choisir celui ou celle qui le dirigera. On l'écoute. Malgré les menaces, notre peuple est profondément convaincu que sa société si diverse, son histoire très longue, lui permettront de rester ferme et de surmonter toutes les crises, quelles qu'elles soient. Mais je vais être honnête avec vous. En Libye, de nombreux mécanismes traditionnels sont arrivés au bout de leurs forces. Ils ne sont pas à la hauteur de la complexité de la situation sociale et politique. Ils ont eu une incidence toxique sur la confiance des Libyens dans les solutions proposées. Nous devons revoir ces solutions, éviter les solutions temporaires et les interprétations beaucoup trop étriquées qui ne font que nourrir les crises. Nous pensons que toute solution qui ne rétablit pas l'appropriation nationale sur le plan politique, une solution qui n'émanerait pas de la volonté libre de la population, est vouée à l'échec. Nous l'avons vu dans le passé. Et dans ce contexte, nous vous présentons une vision politique très claire. Il faut tout d'abord rétablir la souveraineté nationale pleinement. Il faut rejeter toute ingérence étrangère, quelle qu'elle soit et quels que soient les arguments avancés. Deuxièmement, arriver à un consensus national inclusif est essentiel pour arriver à une société inclusive. Mais pour cela, il faut un dialogue sincère qui serait tenu en Libye avec tous les acteurs libyens sans exception. Troisièmement, réunir les institutions nationales, notamment de la défense, de la sécurité,
en utilisant des mécanismes professionnels sans polarisation et sans quotas. Quatrièmement, mettre fin à la période de transition grâce à la Constitution et en procédant à des élections libres et justes, permettant aux Libyens de choisir qui va les diriger sans tutelle et sans imposition d'acteurs extérieurs. Alors que l'escalade au Darfour est très inquiétante, le Premier ministre soudanais Kamil Idriss a déclaré dans un discours à l'Assemblée générale de l'ONU jeudi que son gouvernement s'engageait à respecter une feuille de route pour un cessez-le-feu dans le conflit qui l'oppose aux forces de soutien rapide. S'exprimant devant le 80e Assemblée générale de l'ONU à New York, le Premier ministre soudanais Kamil Idriss a exhorté la communauté internationale à mettre fin à l'afflux d'armes et de mercenaires au Soudan, affirmant que le peuple soudanais fait face à des menaces existentielles en raison de l'action criminelle des forces de soutien rapide qui ont adopté une politique de terreur contre les civils tout en appelant à désigner les FSR communes d'une milice terroriste selon ses propos. Cette communauté internationale doit œuvrer pour mettre fin au flux d'armes illégales qui arrivent entre les mains des milices. Il faut les condamner, ces milices. Il faut les incriminer. Il faut les classer en tant que groupe terroriste. Il faut mettre fin au flux de mercenaires. Par ailleurs, Kamil Idriss a affirmé l'engagement du gouvernement soudanais envers une feuille de route élaborée avec l'aide d'un groupe de forces nationales et d'organisations de la société civile, puis représentée aux Nations Unies et aux médiateurs. Il a expliqué qu'elle prévoit un cessez-le-feu accompagné du retrait des forces de soutien rapide des zones et villes qu'elles occupent et de la levée du siège d'Al-Fasher et de ses environs, en application de la résolution 2736 du Conseil de sécurité adoptée il y a plus d'1 an. Une feuille de route qui a été rédigée par un groupe de forces, de différentes forces et de organisations de la société civile et qui a été présentée aux médiateurs et aux Nations Unies. Cette feuille de route comprend notamment un accord de cessez-le-feu, le retrait des terroristes et de leurs milices des différentes zones et des différentes villes qu'elles occupent. Il s'agit également de lever le siège de la ville de Al-Fasher immédiatement. Je dis bien mettre fin à ce siège immédiatement et appliquer la résolution 2736 du Conseil de sécurité adoptée il y a plus d'1 an. Imaginez-vous, cette résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité il y a plus d'1 an et rien ne s'est produit depuis. Kamil Idriss a ajouté que l'instauration d'une paix globale au Soudan exige la participation des forces politiques soudanaises. Arriver à une paix globale au Soudan exige la participation des forces politiques du Soudan et les différents groupes de la société soudanaise dans la prise de décision pour qu'ils puissent modeler leur avenir. En effet, ce sont eux les vraies parties prenantes. Il ne faut avoir aucune pression, aucune ingérence étrangère, aucune solution partielle, hâtive, aucun appui pour l'extrémisme ethnique qui a l'intention de détruire le Soudan. Nous affirmons du haut de cette tribune l'engagement du gouvernement du Soudan par rapport à la feuille de route. Plongé dans un conflit armé depuis plus de 2 ans, le Soudan fait face à une escalade meurtrière de la part des FSR, organisée principalement dans la région du Darfour et la ville d'Al-Fasher, devenue l'épicentre des exactions et crimes des forces de soutien rapide aux grandes dames de la stabilité d'un pays et d'un peuple pionnier du continent africain. Et au Soudan du Sud, plus de 1800 civils ont été tués entre janvier et septembre, un pays au bord du précipice où les tensions politiques ont fortement progressé et se sont alarmées vendredi. Les Nations Unies, cela représente une augmentation de 59% du nombre total de victimes documentées par rapport à la même période de l'année dernière, les chiffres réels étant probablement plus élevés car les contraintes croissantes de sécurité ont entravé la vérification des faits de violence. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, se dit profondément préoccupé par le sort des civils au Soudan du Sud.
Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a appelé à la création d'un fonds international destiné à la prévention des conflits financés par les grandes puissances et gérés de manière transparente lors de son discours prononcé à l'occasion de la 80e session ordinaire des Nations Unies à New York. Touadéra a déclaré qu'il est temps de rêver grand pour l'Afrique. La République centrafricaine a également appelé à un pacte des Nations Unies pour la protection des écosystèmes critiques, un pacte qui lie le climat, la biodiversité et les droits humains. La République centrafricaine propose le renforcement des mécanismes de la diplomatie préventive de l'ONU en créant un fonds mondial de prévention des conflits, alimenté par les grandes puissances et géré de façon transparente. Pour mitiger les effets néfastes du changement climatique, nous appelons à un mécanisme africain intégré de sécurité alimentaire et climatique, soutenu par l'ONU, pour réduire le lien entre rareté des ressources et conflits. Nous demandons un financement structurel et pérenne des opérations de paix en Afrique, reposant sur des contributions obligatoires et non sur le volontariat. Ce n'est pas l'ONU qui est fatiguée, ce sont les États membres qui, en manquant de volonté politique, bloquent son action. Addis Abeba a été le théâtre jeudi de la signature d'un accord de coopération entre matière de défense entre le Kenya et l'Éthiopie, une initiative décrite comme reflétant une tendance croissante vers le renforcement de la sécurité collective dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est. L'accord annoncé par le ministère kényan de la Défense établit un cadre structuré de coopération pour faire face aux menaces sécuritaires. Il couvre des domaines tels que la formation conjointe et le développement de mécanismes pour un partage de renseignements plus rapide et plus efficace. Quatre cas suspects de Mpox, dont 2 confirmés positifs, ont été recensés dans le sud-ouest de la République centrafricaine. Selon les données officielles, entre janvier et août 2025, 427 cas ont été recensés, dont 28 ont été confirmés. La capitale malgache était toujours plongée jeudi soir dans le chaos après une journée marquée par de violentes manifestations de protestation contre les mauvaises conditions de vie dans le pays. L'appel à la mobilisation a été lancé sur les réseaux sociaux contre les incessantes coupures d'eau et d'électricité. Le choc parce que nous, on était présents jusqu'à quelques minutes avant l'enchaînement du portail. Toute mon équipe était là et on a dû se cacher. On n'a rien pu prévoir parce que ça devait être une manifestation pacifique. On n'a pas pensé, on a été pris au dépourvu. Et on clôture ce journal avec un mot de culture avec le 5e festival d'Annaba du film méditerranéen. Le film espagnol Valle Blanco Gallo Negro a été projeté dans le cadre du festival dans l'enceinte de la cinémathèque de la ville. Cet ouvrage documentaire résolument engagé est un plaidoyer pour la défense des aspirations populaires de la nature et des causes justes. À noter que l'Espagne est l'invité d'honneur de cette édition avec pour perspective le renforcement de la coopération culturelle et la dynamisation de la production. Festival de lui avoir accordé la chance d'être là. Me parece importante poner... Es un petit film. En este festival hay películas libanesas, hay películas... Dans ce festival, il y a des films du Liban, algériens, palestiniens, et il y a une réalité dans ces films, dans ces voix et chez les réalisateurs. En Europe, nous pensons souvent que le monde, c'est nous, le nord de la Méditerranée, mais le monde est beaucoup plus large et nous le voyons ici. Et j'aimerais également dire que les pays arabes et maghrébins puissent faire davantage pour la Palestine. Je ne peux pas imaginer qu'aucun type d'art ou d'artiste puisse ne pas être engagé dans cette période que nous vivons.
Et par rapport aux droits de l'homme, à l'image du thème de la question palestinienne, l'objectif, c'est de nous faire comprendre ce qui se passe. Et cela me touche personnellement, car malgré que nous voyons de nos propres yeux ces images du génocide qui se produit, il y a tout de même des voix qui essayent de mettre des cloisons ou des bâtons dans les roues pour que cette situation ne soit pas résolue. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News.